Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Comme d'habitude et comme chaque dimanche matin, votre rendez-vous économique du dimanche. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime. Au programme d'Oser entreprendre ce matin. Eh bien, comment une enseigne engagée comme Nature et Découverte a voulu vendre plus qu'un produit, un art de vivre, et pourquoi son modèle est aujourd'hui mis à l'épreuve? Ça sera notre saga de la semaine. Et il a passé plus de 40 ans à entreprendre, entre réussite et échec. Il revient avec nous sur son parcours entrepreneurial. Nous sommes avec Philippe Bloch, fondateur de Columbus Café, chaîne de coffee shop à la française, mais pas seulement, vous le découvrirez aussi dans un instant. Et dans nos essentiels, je vais revenir sur cette notion d'échec. Ça donnera un prolongement de notre interview de ce dimanche matin. Quand on tombe, quand ça fait mal, comment on apprend plus de ses échecs que de ses réussites, comment on se relève et comment on repart plus fort ou pas. Éco-Réseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, pour commencer ce rendez-vous économique aujourd'hui, vous vous intéressez à une enseigne, un peu à part, il faut dire, dans le paysage commercial français. C'est une entreprise qui vend bien plus que des objets. Elle vend carrément un art de vivre. Et vous nous parlez de Nature et Découverte ce matin. Exactement, Maxime, parce que Nature et Découverte, c'est une invitation à ralentir, à respirer. L'aventure commence en 1990 avec un couple, François et Françoise Lemarchand. Leur idée est simple, a priori, créer un lieu qui reconnecte les citadins à la nature à travers des produits, des livres, des jeux, avec des exclusivités venant de leurs fournisseurs aux quatre coins du monde, mais aussi des balades, des ateliers, des expériences. Une boutique pas comme les autres qui respire le bois, les plantes et la curiosité. Ce concept est inspiré d'un modèle américain. Inspiration américaine, mais c'est une entreprise familiale, non? Oui, et c'est important dans leur histoire. En 2010, le couple passe le relais à leur fils Antoine. Sous son impulsion, l'ancienne accélère son engagement écologique. Et en plus de vendre, Nature et Découverte forme ses équipes, publie un rapport de responsabilité sociétale des entreprises, le fameux RSE, crée une fondation qui reverse 10% des bénéfices à des projets de biodiversité. Bref, on est loin du fameux greenwashing, laver vert. Ça c'est sûr, mais depuis, l'enseigne a quand même changé de propriétaire. Oui, en 2019, Nature et Découverte, fort de ses presque 100 magasins, rejoint le groupe Fnac Darty. En 2021, à la suite de la pandémie, la fréquentation des magasins baisse fortement et du coup, le chiffre d'affaires baisse aussi plus fortement entre 2019 et 2024. Et comme nous en parlions la semaine dernière dans le numéro 115 d'Oser entreprendre, à écouter en replay évidemment sur sudradio.fr, le groupe traverse aujourd'hui une période délicate. Pression du e-commerce, restructuration et même une EPA menée par le milliardaire tchèque Daniel Křetínský pour éviter un rachat chinois. Et l'avenir de Nature et Découverte au milieu de tout ça? Eh bien, rien n'est tranché à l'heure où nous en parlons. Fnac Darty pourrait céder certaines enseignes pour se recentrer. Mais une chose est sûre, Nature et Découverte est attaquée de toutes parts par ses concurrents et a du mal à se réenchanter, voire se réinventer. Histoire à suivre. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Thomas, nous sommes en ce dimanche matin avec Philippe Bloch. C'est le fondateur et l'ancien dirigeant de la chaîne de coffee shop français qui s'appelle Columbus Café, mais également serial entrepreneur, auteur et conférencier. Bonjour Philippe Bloch. Bonjour Thomas. Vous qui avez connu les années 80, les fameuses années tapis, mais c'était pas seulement les années tapis, mais on les présente souvent comme telles. Est-ce qu'il faut encore oser entreprendre en France en 2026, vu le contexte et justement vu le regard que vous portez sur ces 40 ans qui viennent de s'écouler? C'est sûr que... Merci de rappeler que je suis âgé et un vieil entrepreneur. Non, je suis quelqu'un qui a vécu en fait les années 80 avec des entrepreneurs iconiques, ceux qui ont inspiré énormément de générations. Vous parlez de tapis, mais il y avait aussi des Bellon, des Trigano, des Dubreuil et Pélisson, des gens qui ont fait une partie de la France. À l'époque, entreprendre n'était pas encore à la mode. C'est vrai que la mode de l'entrepreneuriat est venue beaucoup plus tard, heureusement. Mais aujourd'hui, je crois que plus que jamais, il faut entreprendre. Et on le voit d'ailleurs. On n'arrête pas de dire oui, les créations d'entreprises aujourd'hui, c'est surtout des entrepreneurs. Oui, mais c'est surtout 1,5 million de Français, quelque part, qui tous les ans préfèrent en fait bosser, travailler dur et rêver grand, plutôt que d'être plutôt assisté, qui est une formidable bonne nouvelle. C'est sûr que c'est plus compliqué qu'avant. C'est sûr aussi que le monde est en train de bouger à une telle vitesse que jamais il a été obligatoire de se réinventer en permanence. Ma conviction, c'est qu'aucune entreprise peut décemment affirmer qu'elle fera le même métier dans 2 ans de la même façon qu'il y a juste 5 ans. Donc oui, il y a une place phénoménale pour entreprendre aujourd'hui. Philippe Bloch, si je vous dis quand on craint le pire, on le fabrique, quand on compte sur le mieux, on y contribue. C'est une phrase de Jean Boissonnat, qui était le rédacteur en chef de l'Expansion, un magazine dont j'étais l'éditeur, le magazine Expansion, né en 67, mort en 2017, de n'avoir pas su se réinventer. Donc oui, un type formidable qui avait tout compris de l'économie. Vous avez créé en 1994 Columbus Café, qui est aujourd'hui le premier coffee shop français. 10 ans après la création, en 2004, vous êtes débarqué sans ménagement, en marge d'un conseil d'administration houleux. Comment ça s'est réellement passé? Vous pouvez en parler ce maintenant? jour-là? Oui.
Surprise inattendue, avec quand même des signaux faibles. Vous arrivez avec votre scooter. Oui, toujours, depuis toujours. Voilà. Je n'ai pas changé. Vous pensez faire approuver les comptes? Ils sont approuvés. Ouais. On présente les projets. C'était l'époque 10 ans après la création où enfin on grandissait vite. Ouais. Un magasin par mois à peu près. Beaucoup de boulot, énormément de projets passionnants. Et puis à la fin du conseil d'administration, au moment où les comptes sont approuvés, l'entrepreneur qui avait financé la création, pas la création, mais le financement de la croissance de Columbus qui était rentré 2-3 ans avant, donc qui a malheureusement pris le pouvoir, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, Starbucks n'était à peine arrivé. C'est-à-dire qu'on était encore en train de défendre le marché du café à emporter. Donc il fallait qu'on grandisse. On avait à peu près donné tout ce qu'on pouvait donner de caution personnelle, etc. Et donc en fait, il nous dit à la fin, est-ce qu'il y a une question supplémentaire? Et mon ancien associé de l'époque à ce moment-là dit oui, je demande la révocation du président. Et il me dit c'est pas la peine que tu retournes au bureau, on a changé les clés. Oui, donc ça s'arrête comme ça, vous redescendez, voilà, vous reprenez votre scooter. Donc c'était sauvage. Bon. Je prends mon scooter et je rentre chez moi en me disant qu'est-ce que je dis à mon épouse, oui, avec qui on a sacrifié tellement de choses pendant 10 ans. Et donc vous lui avez dit quoi? Eh ben, je lui ai dit qu'on a enfin une nouvelle vie à réinventer. Ah, on va en parler dans un instant. Je n'y attendais pas. Je l'attendais sans l'attendre. Ouais. Et au fond, quelque part, c'est une forme, non pas de soulagement, parce que c'était des années terriblement difficiles et passionnément difficiles. Je ne regrette pas un instant, une des minutes passées dans cette aventure qui était merveilleuse, notamment parce qu'humainement merveilleuse. Mais c'est intéressant de voir, personne ne me croit quand je dis qu'en 2 mois d'été, qui ont été un peu sauvages, à générer un peu les aspects techniques de cette séparation, j'étais très heureux de me réinventer une nouvelle vie immédiatement, sans jamais aucune amertume ni aucun regret. Alors, Philippe Bloch, on va rentrer un peu dans le détail de cette situation, malgré tout, parce que ça parle à beaucoup d'entrepreneurs qui, à un moment donné, vivent justement cette situation. Mais ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'avant que vous sortiez de ce conseil d'administration, remercié donc, vous aviez été dilué au niveau. Bien sûr, bien sûr. Vous aviez évidemment des emprunts bancaires, vous aviez des cautions personnelles, vous étiez donc dilué dans le capital. Du coup, vous en sortez pauvre. À ce moment-là. J'en ressors, oui, d'autant plus pauvre que, comme un idiot, croyant toujours à sa bonne étoile et à son aventure, j'avais emprunté 200 000 euros 3 mois avant mon départ, parce que je sentais bien qu'il fallait qu'on remette de l'argent dans l'entreprise pour continuer à grandir, et qui effectivement, pour le coup, était parfaitement inutile, puisque 1 mois après, par un joli coup d'accordéon sur le capital, je perdais quasiment l'intégralité de mes actions, oui. On dit souvent que j'ai gardé, que j'ai toujours, je les ai conservées, mais extrêmement diluées, mais que j'ai gardé toujours aujourd'hui. On dit souvent qu'il faut 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Vous, dans votre cas, ça a été le contraire. Écoutez, le jour de l'ouverture de Columbus Café, à Paris, au Passage des Princes, le président de McDonald's France, un Américain, me dit c'est très joli ton truc, mais ça marchera jamais. C'était le premier jour, donc tu vois, vous avez l'encouragement. Et bien, c'est pas que ça marchera pas, mais McDonald's France, en 79 à Strasbourg, a mis 10 années à investir 600 millions de francs de l'époque avant d'être rentable. Il m'a dit, ça peut marcher ton truc, mais changer un marché, modifier une habitude de consommation à ce point dans un marché aussi classique que les marchés français, tu risques d'avoir du mal. Oui, il faut 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Oui. Philippe Bloch, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de créer l'entreprise ou d'accepter de ne plus en être le pilote principal à un moment donné? Mais rien n'est dur, en fait. Je devrais pas dire ça. Parce que vous êtes toujours dans le coup d'après? Oui, tout le temps. Et puis aujourd'hui, honnêtement, l'entreprise a été reprise au bout d'1 an par des gens formidables que j'adore. Ils m'invitent régulièrement pour leur convention d'entreprise. Il y a plus de 2000 salariés aujourd'hui dans ce groupe qui fait 130 millions de chiffre d'affaires. Moi, j'en suis ravi, je suis fier de ce qu'ils ont fait. Il y a Charles Pépin, le philosophe, dit un truc formidable sur l'échec. Il dit le meilleur moyen de rater son échec, c'est de l'attribuer aux autres. J'aurais pu devenir alcoolique, nerveux, méchant, vouloir la terre entière, ou juste être plus heureux des hommes depuis 20 ans, à faire des choses merveilleuses. C'est plutôt le choix que je trouvais préférable. Et dans le même temps, Philippe Bloch, est-ce que justement le succès est une invitation à s'endormir? Mais jamais, oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est Bernard Darty qui m'a dit ça le jour de quand Service Compris, mon premier bouquin est sorti. C'était d'ailleurs incroyable parce que c'est l'homme qui avait inventé le service, qui avait inventé le jeune couillon de 27 ans qui venait de faire ce premier bouquin, et pour dire, venez parler du service chez moi. Donc effectivement, oui, il m'avait dit, le succès est une invitation à s'endormir, ne l'oubliez jamais. Oui, parce qu'on n'apprend jamais rien de ses succès, n'est-ce pas? Absolument, et qu'il faut changer tout le temps, et que changer un peu fait mal, mais changer beaucoup fait pas beaucoup plus mal. On va inaugurer quelque chose avec vous, Philippe Bloch, une série de petites questions très rapides sur lesquelles vous pourriez nous répondre et justement aiguiller nos auditeurs. Si vous deviez transmettre une seule règle non négociable pour entreprendre, ce serait laquelle? Ne vous associez jamais à qui que ce soit à 50-50. Quel conseil auriez-vous aimé qu'on vous donne à 30 ans, mais que personne ne vous a dit? Ma mère m'a toujours dit n'entreprends pas. J'ai toute ma vie entrepris. La règle qu'on ne m'a jamais dit, c'est n'abandonne jamais tes rêves. Rêve grand et ne les abandonne. N'abandonne jamais aucun de tes rêves et élimine de ta vie les gens toxiques qui t'expliquent pourquoi ça ne marchera jamais. Avoir la tête dans les étoiles, les pieds sur terre? Ouais, et puis rêver grand. La vie d'entrepreneur, elle est compliquée. Philippe Bloch, est-ce qu'on peut réussir sans se trahir, sans se mentir et sans trahir et sans mentir dans le monde des affaires? C'est la seule façon de réussir.
Vous en êtes convaincu? C'est la seule façon. Avec le recul, qu'est-ce que vous auriez fait moins vite et qu'est-ce que vous auriez fait plus tôt? J'aurais peut-être plus vite décelé à la fin de Columbus Café, dans lequel je me suis réinventé différemment, plutôt en accompagnant des entrepreneurs et au-delà de mes activités d'auteur, conférencier, animateur. J'ai pas vite tout de suite, parce que j'avais pas les compétences techniques ou l'intuition technique, ce qu'allait devenir en fait la tech et l'IA. J'aurais préféré être dans... si j'avais eu un peu l'intuition et au bon moment avec les bonnes ressources, j'aurais peut-être raté... J'ai raté cette partie-là de l'entrepreneuriat. Pour conclure notre échange de ce dimanche matin et pour résumer un petit peu tout ce que vous avez évoqué aujourd'hui avec nous, vous dites souvent qu'il faut entreprendre sa vie, surtout quand on ne l'aime plus. Il faut s'en inventer une nouvelle vie, qu'il faut fuir le confort. Mais sincèrement, personne nous écoute là. On est entre nous, Philippe Bloch. C'est pas ce qu'on dit quand on a réussi? Je crois pas, non, je crois pas. Je crois que de toute façon, il n'y a pas d'échec, il y a que la non-réalisation de... Je reviens sur ce rêve parce que je pense que la seule façon de vivre sa vie, c'est que dès qu'on n'est plus heureux, il faut s'en inventer une nouvelle. Et puis la prochaine est toujours la plus belle en fait. Merci à vous. Merci beaucoup Philippe Bloch d'être passé du côté d'Oser Entreprendre ce matin. Et je rappelle que vous êtes le fondateur et l'ancien dirigeant de Columbus Café, serial entrepreneur, mais également auteur et conférencier à succès. Et on a bien compris, en tout cas je l'ai noté sur un coin de feuille, on n'apprend rien de ses succès. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, on parle, et on vient de le faire à l'instant, souvent de réussite entrepreneuriale, mais beaucoup moins des échecs. Quand on se plante, ce qui nous arrive à tous, ce qui va nous arriver ou ce qui nous est arrivé, comment on fait concrètement pour apprendre plutôt que de se décourager? Alors j'espère que l'élève va être au niveau du maître, comme on vient de l'entendre. Je vais vous donner quelques idées. Déjà, il faut accepter une chose essentielle. L'échec fait partie du job. Aucun entrepreneur ne construit quelque chose de solide sans se tromper à un moment donné. On se souvient, il y a 15 jours, on a reçu Jean-Michel Caram qui nous disait qu'il fallait faire une erreur par jour, mais jamais la même. Le vrai problème, ce n'est pas l'échec en lui-même, c'est quand on ne prend pas le temps de le comprendre et de l'analyser, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles hypothèses étaient fausses? Quels signaux j'ai ignorés? Ça transforme une claque en leçon. Tant qu'on analyse à froid, l'échec devient un outil d'apprentissage extrêmement puissant. Mais sur le moment, l'échec, quand même, c'est surtout émotionnel. Il y a le stress, il y a la perte de confiance, parfois aussi la honte, surtout en France, comparé au modèle américain. Comment on rebondit d'un point de vue mental? Vous savez, Maxime, au milieu du siècle dernier, quelqu'un qui faisait faillite en France, on l'appelait le failli. C'était un terme très dur et qui exprimait justement beaucoup le regard qu'on portait, très différent des États-Unis justement sur les gens qui avaient raté. Alors c'est vrai, vous avez raison, et c'est souvent là que ça va se jouer. Il faut réussir à faire la différence entre j'ai échoué et j'ai un échec. L'entrepreneur n'est pas son projet. Prendre un peu de recul, en parler à d'autres entrepreneurs, ça aide énormément. On se rend compte que tout le monde est passé par là. Et puis, il y a une phrase clé. Se rappeler pourquoi on a entrepris au départ, retrouver ce moteur, cette envie, permet de repartir avec plus de lucidité et souvent plus d'humilité. Et une fois qu'on a tiré les leçons, c'est-à-dire retrouver l'envie, comment on repart d'un point de vue très concret? On va repartir plus léger, paradoxalement et probablement d'ailleurs, sous tous les aspects d'ailleurs également. On sait ce qu'on ne veut plus faire ou refaire. On est plus attentif aux signaux faibles, plus réaliste aussi. Beaucoup d'entrepreneurs expliquent que leurs plus beaux succès sont nés après un échec parce qu'ils avaient gagné en maturité. Rebondir, ce n'est pas effacer l'échec, c'est s'en servir comme un tremplin. Et souvent, c'est là que commence la vraie aventure entrepreneuriale qui permet de se réinventer. Merci beaucoup Thomas Binet. On vous retrouve naturellement dans une poignée de minutes pour Oser Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.